Imaginez un spectre politique s'étendant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Au fil de cette vidéo, nous placerons 6 idéologies majeures sur ce spectre, révélant leurs positions relatives et leurs nuances. Cette visualisation vous aidera à comprendre comment ces différentes idéologies s'opposent ou se complètent. Le nationalisme, quand l'amour de la patrie devient un projet politique. Le nationalisme, c'est un peu comme un supporter de foot ultra passionné, sauf que son équipe, c'est son pays. Cette idéologie met la nation sur un piédestal, prônant l'indépendance et la souveraineté face aux influences extérieures. Mais attention, tous les nationalismes ne se ressemblent pas. Certains insistent sur l'ethnicité et la culture commune, tandis que d'autres misent sur la citoyenneté et les valeurs partagées. Les ingrédients essentiels du nationalisme ? Identité nationale, c'est le ciment du nationalisme. Une langue commune, une histoire partagée, des traditions bien ancrées. Bref, tout ce qui fait qu'on se reconnaît comme faisant partie du même club. Souveraineté. Pas question d'avoir des étrangers qui viennent dicter la loi chez nous. Un pays doit être maître de son destin, sans interférence extérieure. Unité et cohésion. Un bon nationaliste aime voir son pays soudé. Un peuple divisé, c'est une nation affaiblie. L'objectif, rassembler tout le monde sous la même bannière. Patriotisme. Aimer son pays, en être fier. Le défendre, becs et ongles. Que ce soit en chantant l'hymne national ou en remplissant ses devoirs civiques, le patriotisme est le moteur du nationalisme. Autodétermination. Un peuple doit pouvoir choisir son propre chemin sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Vive l'indépendance. Préservation culturelle. Protéger la langue, les coutumes, les traditions. En gros, éviter que la culture nationale ne se dissolve dans un grand mélange mondialiste. Intégrité territoriale. Un pays, c'est sacré, et ses frontières ne sont pas à négocier. Chaque centimètre de terre compte. Indépendance économique. Produire local, consommer national, et de ne pas trop dépendre des autres. Un pays fort, c'est un pays qui tient debout, tout seul. En résumé, le nationalisme, c'est la volonté de faire exister et prospérer son pays en toute autonomie, avec fierté et détermination. Simple, efficace et souvent sujet à débat. Aujourd'hui, le nationalisme revient en force, comme un vieux rocker qu'on croyait dépassé. Aux États-Unis, il s'invite dans le débat politique avec le populisme de droite. En Europe, des partis comme le Rassemblement national en France ou l'AfD en Allemagne en font leur cheval de bataille, dénonçant la mondialisation et l'immigration. En gros, le nationalisme moderne, c'est souvent une réaction au sentiment que les frontières s'effacent un peu trop vite. Le nationalisme pose de vraies questions sur l'équilibre entre identité et diversité, tradition et modernité. Certains prônent un nationalisme soft, façon préservant notre culture. D'autres adoptent une version plus radicale, limite bunkerisée. Qu'on l'aime ou qu'on le craigne, une chose est sûre, le nationalisme est loin d'avoir dit son dernier mot. Le monarchisme, quand le trône rime avec stabilité. Le monarchisme, c'est un peu l'ancêtre du gouvernement, le patriarche des systèmes politiques. Avant même que les politiciens ne fassent campagne, les rois et reines régnaient déjà sur le monde, parfois avec sagesse, parfois avec un penchant pour la décapitation. L'idée est simple, au lieu d'élire un chef d'État tous les 4 ou 5 ans et de vivre dans l'incertitude politique, pourquoi ne pas confier le pouvoir à une famille royale qui le transmet de génération en génération ? La stabilité avant tout. Les monarchistes voient dans la couronne un rempart contre le chaos politique et les guerres d'ego électorales. Voici les principes fondamentaux qui font tourner la machine royale. Légitimité. Un roi, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'autoproclame chef. Son pouvoir est vu comme naturel, historique, voire divin. Depuis des siècles, c'est comme ça que ça marche. Alors, pourquoi changer ? Autorité et stabilité. Quand un monarque règne, il n'y a pas de crise gouvernementale tous les 4 matins. Un chef unique. C'est l'assurance d'un État fort et bien dirigé, loin des querelles partisanes. Tradition et continuité. Une monarchie, c'est un lien direct avec le passé du pays. Pas question de bazarder des siècles d'histoire et de coutumes au profit d'un système éphémère. Hiérarchie et devoir. Tout le monde a son rôle. Le roi commande, les nobles conseillent, le peuple travaille. Chacun a sa place et la société tourne rond. Unité nationale. Un monarque est au-dessus des partis et des conflits politiques. Il incarne la nation tout entière, unifiant le pays sous une seule bannière. Patrimonialisme. La nation, c'est comme une grande famille, et le monarque en est le père, ou la mère. Son job, veiller sur son peuple comme un bon chef de clan. Droit divin, dans certaines versions. Si Dieu lui-même a donné son feu vert au roi, alors qui pourrait remettre ça en question ? Son autorité devient sacrée et incontestable. Devoir de gouverner avec justice. Un bon roi ne règne pas pour son plaisir personnel. Il doit être juste, sage et veiller au bien-être de son peuple. S'il abuse, il perd sa légitimité et risque de finir, disons, raccourci.
Et puis, les 2 guerres mondiales ont ensuite fait le ménage parmi les têtes couronnées. Les Romanov en Russie, éliminés. Les Hohenzollern en Allemagne et les Habsbourg en Autriche-Hongrie, game over. Pourtant, malgré ces coups durs, la monarchie n'a pas totalement disparu. Elle continue de briller dans plusieurs pays d'Europe et du Moyen-Orient, prouvant qu'un bon couronnement peut parfois résister à l'épreuve du temps. Le bonapartisme, quand l'autorité rencontre le peuple. Le bonapartisme, c'est un peu comme un mix entre un empereur tout-puissant et un candidat en campagne électorale perpétuelle. Inspiré de Napoléon Bonaparte, évidemment, ce courant politique repose sur une idée simple. Un leader fort, charismatique, qui écrase les rivalités politiciennes tout en jouant la carte du réformateur proche du peuple. En gros, c'est l'art de gouverner d'une main de fer, avec des promesses de progrès social en prime. Voici les ingrédients clés qui définissent cette idéologie. Leadership autoritaire. Pas de place pour les hésitations ici. Un leader charismatique, souvent militaire, qui prend les rênes du pays et qui ne se laisse pas dicter sa conduite. Il incarne la volonté du peuple et gouverne avec détermination. Nationalisme et patriotisme. On met la nation sur un piédestal. Fierté nationale, unité absolue et un sentiment de grandeur qui pousse parfois à rêver d'expansion ou de domination. Centralisation du pouvoir. Le président ou le monarque est le centre de tout. Excite les parlements et autres institutions qui ralentissent le processus. Le but ? Efficacité, ordre et une direction claire. Méritocratie. Fini les privilèges hérités, le bonapartisme privilégie ceux qui ont du talent et de la capacité, comme Napoléon l'a démontré avec ses réformes militaires et administratives. Populisme, c'est la connexion directe avec le peuple. Le leader parle à la masse, sans filtre, et prend ses décisions en fonction du soutien populaire plutôt qu'en suivant les recommandations des élites. Ordre et stabilité. La loi et l'ordre sont la priorité. Il faut une société disciplinée et une politique sécuritaire pour éviter l'anarchie. Modernisation dirigée par l'État. Ce n'est pas juste une question de gouverner, il faut aussi réformer. Le bonapartisme encourage des réformes économiques, juridiques et d'infrastructures pour rendre l'État plus fort et plus efficace. Gloire militaire et expansion. La force militaire n'est pas qu'une question de défense, c'est une source de prestige et de légitimité. Bonaparte pensait que la grandeur de la nation passait aussi par des ambitions expansionnistes. En résumé, le bonapartisme, c'est une recette politique qui mêle autorité absolue et réforme moderne, un leader fort et un peuple uni. Le populisme de droite, le peuple contre les élites. Le populisme de droite, c'est le cri des ralliements des masses contre les élites déconnectées, un mouvement qui mélange nationalisme, conservatisme social et une bonne dose de critique de l'immigration. Imaginez un cocktail où se mélangent les anciens principes et une forte révolte contre la mondialisation. Voici les ingrédients qui font son succès. Souveraineté nationale avant tout. Le populisme de droite met la nation au centre. C'est une affirmation claire, la culture, l'identité et les valeurs du pays doivent être protégées à tout prix. Le multiculturalisme et la mondialisation sont vus comme des menaces à ce patrimoine national. C'est une politique où la protection des frontières culturelles prime. Un discours anti-élite, anti-système. Le peuple contre les élites. Voilà l'essence même de ce mouvement. Les leaders populistes s'attaquent directement à une politique perçue comme corrompue et déconnectée de la réalité des citoyens. Ils défendent l'idée que l'intérêt de la majorité passe avant celui des élites privilégiées. Et c'est un message qui trouve un large écho chez les électeurs qui se sentent ignorés par le système. Protectionnisme économique. Quand il s'agit d'économie, le populisme de droite n'hésite pas à défendre une politique protectionniste, limiter les importations, protéger l'industrie locale et remettre la nation au centre du jeu économique sont des points essentiels. L'idée est de prioriser l'économie nationale au détriment des accords mondiaux. Chauvisme du bien-être. Le populisme de droite, c'est aussi une vision où les avantages sociaux doivent être réservés aux citoyens natifs. Souvent, les immigrés sont exclus des programmes d'aide, ce qui reflète une vision nationaliste où les ressources du pays sont protégées pour les citoyens avant tout. Conservatisme culturel. Les valeurs traditionnelles sont une autre bataille phare. Le populisme de droite lutte contre ce qu'il perçoit comme une attaque contre l'identité culturelle, notamment à travers des questions telles que les droits LGBTQ, l'immigration et le multiculturalisme. C'est un nationalisme culturel qui veut préserver un héritage face aux changements sociaux modernes. Contrôle de l'immigration. La question de l'immigration est l'un des chevaux de bataille du populisme de droite. Limiter l'immigration, en particulier celle venant des pays non occidentaux ou musulmans, est une priorité. Cette politique est perçue comme une protection contre ce qui est vu comme une menace pour l'identité, la sécurité et la stabilité économique du pays. Ces dernières années, le populisme de droite a fait des étincelles. Des leaders comme Donald Trump ont exploité des thématiques nationalistes et anti-élites
à l'instar de sa victoire en 2016 aux États-Unis. En France, Marine Le Pen et son Rassemblement national ont redéfini les codes de la politique traditionnelle. La montée du populisme de droite a aussi été nourrie par la crise économique de 2008, qui a exacerbé le mécontentement général. Les électeurs ont commencé à réclamer des politiques économiques protectionnistes et des réponses plus radicales face à la mondialisation et aux élites. Le message est simple, le peuple d'abord et les élites dehors. Le centrisme, trouver le juste milieu, ni trop à gauche, ni trop à droite. Le centrisme, c'est un peu comme marcher sur un fil politique. Trouver ce juste milieu où l'on ne bascule ni trop à gauche, ni trop à droite. Il s'agit de modération, d'équilibre entre égalité sociale et une structure suffisante, tout en évitant les virages brusques des extrêmes. Que l'on penche un peu à gauche ou à droite, le centrisme est ce terrain d'entente où les choses restent pragmatiques, stables et équilibrées. Qu'est-ce que le centrisme représente vraiment ? Pensez-y comme à la Suisse des idéologies politiques, ne s'engageant pas d'un côté, mais maintenant les choses stables et fonctionnelles. Voici de quoi il s'agit. Pragmatisme avant pureté. Les centristes privilégient des solutions pratiques qui fonctionnent dans le monde réel. Oubliez les tests de pureté idéologique. Cette philosophie consiste à trouver ce qui fonctionne réellement plutôt qu'à s'accrocher à des dogmes rigides. Le compromis, clé de tout. Il ne s'agit pas de gagner tout le temps, mais de trouver un terrain d'entente. La négociation, c'est là que la magie opère. Travailler au-delà des clivages pour avancer, plutôt que d'imposer une seule vision à tout le monde. Une économie de marché avec un filet de sécurité. Vous pouvez avoir une économie prospère tout en prenant soin de ceux qui se retrouvent sur le bord du chemin. Le centrisme soutient des politiques de marché, mais avec des filets sociaux solides. Soins de santé, éducation et soutien pour les plus vulnérables. Liberté individuelle plus responsabilité sociale. Bien sûr, la liberté est essentielle, mais elle s'accompagne de responsabilité. Les centristes croient en l'autonomisation des individus tout en cultivant un sens de communauté. Chacun a un rôle à jouer. Changement progressif et mesuré. Pas de révolution ici. Les centristes préfèrent des réformes stables et graduelles, plutôt que des bouleversements radicaux. Le changement se fait, mais lentement, sans perturber l'équilibre du système. Responsabilité civique. Être membre d'une démocratie ne se résume pas à voter, il s'agit de participer activement à la société. Les citoyens doivent s'engager, coopérer et travailler ensemble pour le bien-être collectif. Égalité des chances, avec un clin d'œil au mérite. Tout le monde devrait pouvoir avoir une chance équitable de réussir, mais l'effort et le mérite comptent toujours. Il s'agit de créer un terrain de jeu équitable où les gens peuvent s'épanouir grâce à leur propre travail. En résumé, le centrisme est l'antithèse de la politique extrême, modérée, pragmatique et axée sur les solutions. Démocratie sociale, l'art de mêler capitalisme et justice sociale. Si le capitalisme et le socialisme avaient un enfant responsable, en équilibre, ce serait la démocratie sociale. C'est un peu comme essayer de profiter d'un bon repas au restaurant, une économie de marché florissante, et de pouvoir en même temps partager l'addition, une distribution équitable des richesses. Au lieu de renverser le capitalisme, la démocratie sociale lui donne une conscience, adoucissant ses angles aigus avec un solide état-providence et des protections pour les travailleurs. En quoi consiste la démocratie sociale ? Pensez-y comme l'équivalent politique d'un arbitre dans un match de football. Il veille à ce que tout le monde joue selon les mêmes règles tout en laissant le jeu se dérouler. Voici ce qu'elle défend. Justice sociale. Veiller à ce que les richesses ne soient pas amassées au sommet comme un dragon gardant son trésor. La démocratie sociale lutte contre la pauvreté et les inégalités pour que chacun ait sa chance. Démocratie, pas juste des élections tous les 5 ans, mais s'assurer que les citoyens ont vraiment leur mot à dire sur la façon dont les choses fonctionnent. Plus de transparence, plus de participation, moins d'accords secrets en coulisses. État-providence, soins de santé gratuits, éducation, allocation chômage, bref, un filet de sécurité qui vous rattrape vraiment. Égalité économique. Ce n'est pas une question de rendre tout le monde riche du jour au lendemain, mais une fiscalité progressive et des programmes sociaux aident à niveler le terrain de jeu. Droits des travailleurs, des salaires équitables, des conditions de travail sûres et le droit de se syndiquer sans que votre patron ne vous épie. Responsabilité environnementale. Parce qu'à quoi bon une société juste si la planète brûle ? La démocratie sociale promeut des politiques écologiques tout en maintenant les entreprises en activité. Régulation du marché. Les marchés libres, c'est super. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Les gouvernements interviennent pour prévenir les monopoles, protéger les consommateurs et éviter les crises financières imprudentes. Solidarité. Pensez à cela comme la façon dont la société dit « je suis là pour toi ». Les plus forts soutiennent les plus vulnérables et personne n'est laissé de côté. Où ça fonctionne réellement ? Vous avez entendu parler du modèle nordique ?
Des pays comme la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande et l'Islande ont parfaitement maîtrisé l'équilibre entre capitalisme et justice sociale. En gros, la démocratie sociale prouve qu'on peut avoir une économie forte sans laisser personne sur le bas-côté. Il ne s'agit pas de choisir entre le capitalisme et le socialisme, mais de faire en sorte que les deux fonctionnent ensemble. Et voilà, c'était la deuxième partie de notre exploration sur ces idéologies fascinantes. Merci à tous pour vos suggestions et pour avoir suivi cette vidéo. La troisième partie arrive bientôt où nous continuerons à décortiquer d'autres courants politiques. À très vite pour la suite.